Bonjour, la navigation de plaisance en Loire, c'est une grande histoire pour ces amateurs d'eau douce qui n'en sont pas pour le moins d'excellents marins. Aujourd'hui, mon guide, c'est lui, Émile, fils d'un architecte naval, épris de bateaux et de son village, Trente-Mous, dont il connaît chaque petite rue. Et puis lui aussi, Frédéric Delève, spécialiste de l'histoire de la navigation de plaisance. Une belle occasion pour nous de revisiter cet ancien village de pêcheurs. Aujourd'hui, c'est devenu un quartier très prisé. On vient s'y détendre, comme le faisaient encore il y a quelque temps les ouvriers des chantiers navals nantais. Vous êtes ici dans un ancien chantier naval qui a été donc racheté par la ville de Rezé et qui est confié maintenant au centre nautique Sèvres-et-Loire comme local pour nos activités nautiques, donc près de la Loire, à l'ouest du quartier de Trente-Mous. Un jour, il y a eu un petit festival de musique qui s'est fait sur le quartier, il y a de ça maintenant 25 ans. Et nous avions invité des membres du Chasse-Marée pour venir agrémenter un peu le festival de chants de mariniers que nous faisions. Et eux, ils sont venus avec des bateaux. Et ils ont navigué sur la Loire, et nous, on était sur le quai, en train de les regarder. Honteux, comme ça, de ne pas être capable de naviguer, quoi. Et donc, on a renoué avec la navigation sur la Loire, qui était donc abandonnée. On tournait le dos à ce fleuve dangereux, mangeur de petits-enfants dans les courants, etc., n'est-ce pas? Comme sa réputation affreuse le faisait. Et nous avons donc relancé les navigations avec des bateaux appropriés. Et le premier acte de naissance du centre nautique Sèvres-et-Loire, ça a été de créer le bateau qu'il nous fallait pour naviguer sur la Loire. Et c'est de là qu'est sorti le fameux Seille, enfin c'est un voile aviron, qu'on a dessiné pour le centre nautique et on a commencé par construire le bateau avant même de naviguer. En 24 ans d'existence, on estime qu'il y a à peu près 32 bateaux qui ont été soit construits, soit entièrement rénovés, dans ces locaux-là. On a de la chance, on a quand même à côté un hangar de 300 mètres carrés qui est réservé à l'atelier, et ici, ce hangar de 500 mètres carrés qui est le stockage de bateaux. Et donc on a les 3/4 des bateaux présents ici, c'est des bateaux des adhérents. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait les gars là? Là, les voiles ont servi ce week-end, elles ont été laissées tremper, mouillées, il faut donc les envoyer pour qu'elles puissent sécher tranquillement. Vous avez vu ça? Main sur main, allez, main sur main, mais là, il ne faut pas changer de méthode. Allez, Ah ouais, non, mais... Voilà, puis maintenant le taquet. Ouf, là je suis en haut là. Le taquet. Hé hé, c'est pas ça? Si, c'est bon, mais le dernier, Oui, le à dernier. l'envers. Ah, ok. Oh, ouais. Voilà. Là. Eh ben c'est ça. Ouais, moi, je fais partie de ceux qui sont tombés dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire que mes parents sont nantais. Mon père a travaillé au chantier naval. Il est devenu architecte naval. Ma mère l'a connu sur les bords de l'Erdre en naviguant pendant la guerre et après sur les yaules qu'ils avaient pour naviguer à l'aviron et à la voile sur l'Erdre. Enfin, et on a une maison de famille en Vendée où là, pareil, on pratique la navigation de voile. Et puis j'ai dans la famille des charpentiers de marine, du monde lié à la navigation, à la construction, beaucoup plus à la construction qu'à la navigation d'ailleurs. Et notre génération est plus navigateur que la génération précédente. On délaisse un peu la Loire pour un beau voyage plein sud. Toujours des histoires de bateaux, ah ça oui, toujours, voire surtout, une histoire de passion pour d'autres marins, mais d'Anjou cette fois. Ce matin, les membres de l'association Voile et Canotage d'Anjou ont rendez-vous. Ils étudient la route d'un voyage qui va les mener loin de la Loire. 13h37 de route et 1270 km jusqu'à Venise. On se retrouve donc pour la 40e édition de la Vogalonga.
à Venise. À Venise. Donc la Vogalonga est un style de marathon, mais pour tous les bateaux à rame, les gondoles de Venise, les kayaks, les canoës, et donc les bateaux d'aviron. Nous, on est des spécialistes et on navigue souvent, effectivement, à la rame, en canoë ou en kayak. Alors ça, c'est un bateau, enfin c'est un canoë, ça a été construit par des gens début de siècle qui construisaient plutôt des yoles d'aviron, parce que c'est la même construction. Et puis enfin, celui-là est 1903, 1905, tout est en bois. Alors moi j'ai amené 2 bateaux, j'ai amené un canoë bois ici et un kayak qui est de l'autre côté. J'ai envie de faire sans doute la Vogalonga donc avec mon canoë et de naviguer dans Venise avec mon kayak après une autre journée. L'expédition, on avait décidé ça il y a 3 ans déjà à Venise, qu'on reviendrait pour la 40e. Et puis la 40e, bah voilà, on est parti. Là-bas, c'est quand même une lagune, donc c'est une eau calme, même si c'est une eau salée. Et puis bah, c'est plein d'îles, c'est un peu vaseux. La Loire, c'est un fleuve, il y a du courant. Ah bah c'est complètement différent. Les grandes villes sur la Loire, donc ça va être Saumur, Tours, Moulins, Moulins direction Genève, Chamonix, Turin, Milan et Milan Venise. D'après les prévisions, dès qu'on passe la frontière, il fait beau. La Vogalonga est devenue une véritable institution à Venise. Chaque année, depuis 1974, près de 8000 rameurs participent à cette course devenue mythique. Ce marathon à rame est ouvert à tous les pays et à tous les types d'embarcations. Aussi, chacun le prépare minutieusement. Pour nos petits Français, ce sera un repérage sur la ligne du départ en Vaporetto, le métro vénitien. Là, on devrait arrêter au jardin là, pour l'embarquement demain. Il y a du monde au départ, alors on est obligé de voir où on va avant, où on va se mettre. Les petits freins clubs qui sont dans la lagune. Murano, même Mestre. Ceux-là, les premiers, je pense, jouent un petit peu, comme on dit, pour la gagne. Mais après, tous les participants qui viennent de X pays sont là pour la promenade, pour la randonnée. C'est trop beau, hein? Je suis le 1162e inscrit et il y a jusqu'à 1700 bateaux d'inscrits. On va se suivre. On est les seuls bateaux en bois, les seuls canoës bois, donc on va essayer de se suivre jusqu'au bout. C'est la première. Donc je suis super fier d'être là et super content quoi, parce que d'avoir découvert Venise et pouvoir faire la Vogalonga, ça va être, je pense que ça va être un succès extra. San Nicolo, sur l'île du Lido en face de Venise. C'est le camping le plus près de la ligne de départ pour la Vogalonga. Donc là, c'est la prépa des canoës. On va mettre les planchers, les sièges. On part quand même pour 5 à 6 heures de navigation, 30 km. Donc il faut qu'on soit assis confortablement. Oui. Dimanche, juste avant la course, tous les Vaporetto et autres bateaux à moteur sont encore à quai. Dans quelques minutes, face à la place Saint-Marc et au palais des Doges, la lagune va s'offrir aux amoureux de la pagaie. Comme on l'a fait nous il y a 3 ans, il y en a certains qui ont eu l'eau à la bouche et puis ils sont venus. Puis c'était aussi le but aussi, c'est de ramener du monde, d'autres que ça pourrait intéresser. C'est vrai que les bateaux c'est un accessoire pour faire la fête à droite à gauche. Ouais. À la Vogalonga. À la Vogalonga. Qui nous mène. Swing low, chariot, swing low. Swing low, chariot, swing low. On attend le coup de canon du départ pour que tout le monde s'en aille dans la lagune et puisse naviguer à l'aise parce que là on va être un peu serré au départ, quoi. Ça va être un peu clapot. Là on va rencontrer plein de gens et puis plein de bateaux différents. Il y a des bateaux qu'on ne connaît pas du tout, ça permet de rencontrer plein de trucs comme ça. C'est riche en rencontres.
parti! Pirogues, yoles, canoës, gondoles, les embarcations sont multiples, mais chacun prend sa vitesse de croisière. Maintenant, chacun prend son rythme et puis il y a quand même... Les premiers, regarde, ils sont rendus là-bas. Ah bah ils sont loin déjà. Il faut pas de compétition, on est ensemble et on navigue ensemble. Donc on se surveille les uns les autres pour voir s'il n'y en a pas qui a des problèmes et puis on navigue comme ça, tranquille. On est comme en situation d'eau de mer, en fait c'est une lagune donc c'est de l'eau de mer. Et on n'a pas les vagues, la houle, tout ça qui des fois sont un peu enquiquinants. Et il y a un entonnoir dans le virage, ça va être un peu chaud là. Au sortir de la lagune et avant de découvrir la cité des Doges, l'entrée dans le Grand Canal est aussi, pour les participants, le premier bain de foule. La foire d'empoigne. Hein. Il faut être vigilant, il faut regarder, il y a des bateaux dans tous les sens. Il y a ceux qui sont déjà arrivés qui remontent, ceux qui sont devant nous, derrière nous. Alors il y a des bateaux d'aviron qui prennent très large. Alors il faut avoir les yeux partout. Alors on n'a pas trop le temps de regarder les palais et toutes ces belles choses qu'il y a autour de nous. Hein. De traverser le Grand Canal dans ce silence, que le bruit de l'eau, c'est le côté unique de la Vogalonga. Nos vaillants canotiers ont fini la course dans les derniers, mais qu'importe. Ils repartent sur leur terre angevine avec le sentiment d'avoir vécu un moment magique dans les eaux vénitiennes. Ça valait le coup de faire cette randonnée et puis d'aller à Venise, parce que Venise c'est quand même extraordinaire. Ciao ciao Bella. Me revoilà sur les berges ligériennes. Si les Nantais aiment Trente-Mou, c'est aussi pour ses terrasses à la vue imprenable et ça date pas d'aujourd'hui. Souvent les belles histoires naissent autour d'un verre ou d'un café, aujourd'hui comme hier. Historiquement, c'est vrai à Paris, c'est vrai en province, c'est vrai ici. Les débits de boissons, les restaurants ont organisé des régates. C'était pas que les sportifs, ce qu'on appelle aujourd'hui les sportifs, qui organisaient des spectacles. Et donc en fait, partout où il y a des régates, on trouve les terrasses. Il y a deux univers à Nantes et sur la Loire qui se rencontrent, celle des bateliers, des mariniers, des marins, puisque c'est un espace à la fois fluvial et maritime, et puis celle des citadins qui, par toute une acculturation, par tout un ensemble de lectures, par tout un ensemble de connaissances livresques, ont envie eux aussi de naviguer, de piloter leurs propres embarcations. Donc Nantes est l'un des lieux de développement de la plaisance française, avec Paris, Bordeaux, enfin les grandes villes portuaires en fait. La régate au début du 19e siècle, ce que l'on a appelé la régate, ça concerne d'abord les marins qui font des courses d'aviron pour obtenir un prix financier qui va arrondir leurs revenus. Pour les capitaines, pour les armateurs, c'est autre chose. C'est le moyen de montrer ses capacités, la puissance du navire qu'on a fait construire, enfin du bateau de plaisance que l'on a fait construire. Et puis après, pour les citadins, c'est autre chose. Nantes est très attachée à la plaisance, au sport nautique. C'est encore aujourd'hui un très grand centre pour les sports nautiques, pour l'aviron, pour la voile. C'est un lieu de conservation du patrimoine. Nantes est l'une des villes les plus en pointe dans la mémoire. Au XIXe siècle, le canotage, donc la pratique des canotiers, fait scandale parce qu'en fait, ils veulent aller sur l'eau avec des femmes, ils veulent boire, ils veulent s'amuser, et en fait, ce canotage fait scandale. Donc le canotage, finalement, très rapidement, dès les années 1850-1860, va être discrédité en quelque sorte. Et il va y avoir un changement de nom, donc vont apparaître de nouveaux noms, sport nautique, cercle nautique, on va parler de navigation plaisance. Mais le canotage, c'est un petit peu plus populaire et scandaleux. Parce que le problème en fait de tous ceux qui font du bateau, c'est d'avoir de l'argent pour avoir des bateaux de plus en plus rapides, de plus en plus puissants, qui demandent beaucoup d'argent.
À Trente-Mou, il y a un lien particulier parce que c'est l'arrivée, c'est la remontée maximum des navires de mer, des plus gros navires. Et puis c'est un lieu populaire parce que c'est là où il y a les pilotes, les pêcheurs, les bateliers. On est dans un lieu historique de la plaisance populaire à Trente-Mou. Ils ont beau aimer la Loire, nos plaisanciers savent aussi regarder vers l'océan. Embarquement immédiat pour 3 jours de croisière très pédagogique. Un rêve qui se réalise pour une poignée de privilégiés à bord du Belém. C'est une histoire d'amour entre des hommes et un bateau. Pendant 3 jours, ces marins d'eau douce vont naviguer à bord du Belém. Oh, ça rappelait un internat. En un peu plus petit. Voilà, un peu plus petit, mais bon, c'était déjà assez petit à l'époque. Moi, c'est la première fois que je monte à bord, donc... Un peu d'angoisse? Un petit peu, ouais. Pour les manœuvres, tout ça, d'être sûr d'être à la hauteur, quoi. Prêt à partir, prêt à embarquer, prêt à partir 3 jours en mer, prêt à profiter du soleil et du beau temps. À peine parti de Nantes et déjà sur le pont, dans la peau des matelots. Première manœuvre à bord du 3-mâts. Hissé, tiré, brassé, les stagiaires sont là pour participer et tenir bon. C'est physique, mais c'est super. Voilà, c'est parfait. On est là pour ça. Hein. Se prendre du plaisir en même temps. Voilà, ben les stagiaires participent et apparemment ils se démerdent pas trop bien. Ça va, pas trop mal. Pas trop bien ou pas trop mal? Ça dépend lesquels, c'est pour ça que je dis les deux. Non, ça va, ça le fait, il fait beau et tout, c'est super. Pour hisser les voiles, la trentaine de stagiaires n'est pas de trop. Un travail physique, mais aussi théorique, car avant de manœuvrer, mieux vaut savoir sur quoi tirer. Ça, on appelle ça une amure. Il y a un bout qui part sur l'arrière, c'est l'écoute. Si on est brassé dans l'autre bord, c'est celle-ci qui va devenir écoute et l'autre qui va devenir amure en fait. C'est un peu dur à retenir tous les noms, quoi. Au bout d'un moment, on mélange tout, quoi. Dès qu'on arrive sur les cabillots, qu'est-ce qui est quoi et où, alors là, c'est plus la peine, quoi. Déjà, les noms, on nous a un petit peu oubliés, et puis c'est dur, quoi. Enfin... Non, mais je sais plus, il y a les types de boots, machin, donc... les écoutes, les albas, les drisses. Pas gagné pour nos apprentis marins qui ne sont pas au bout de leur surprise. Après avoir remonté l'estuaire de la Loire, demain, ils prendront le large. Dites donc, il y a des sacrées belles baraques, hein? Oui, c'est ce qu'on appelait les maisons de capitaine, c'est-à-dire toutes les maisons qui sont un peu en périphérie sur le quartier, qui sont de ce volume-là, de cette qualité-là, ont été construites par les capitaines. Et à l'intérieur du quartier, on a ce qu'on appelle les maisons de l'équipage. Les équipages, c'est des plus petites maisons, plus serrées les unes sur les autres. Voilà le genre de végétation que l'on peut trouver. Et toutes ces couleurs, toutes ces maisons aux façades flamboyantes. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Notamment les petites maisons, les gens n'avaient pas les moyens de se payer des couleurs comme ça sur les façades. Par contre, les huisseries étaient peintes avec les restes de... Bien sûr, les restes des bateaux. Les restes des bateaux. Et donc on avait des huisseries qui étaient assez multicolores. Mais ça, c'est caractéristique de l'architecture des maisons, des équipages, des matelots, et donc une maison verticale avec, pour parer à l'inondation, quelques marches pour monter dans la maison, et des pièces où l'escalier interne est direct, hein, c'est une pièce, une pièce, une pièce. Forcément à traîner sur un chantier, je me retrouve embauchée par cet incroyable couple anglais. C'est normal, il est en vert. Non, presque. Un peu. Là, c'est dedans. C'est pas mal, là. C'est très très particulier la pose de safran quand même, hein.
Okay. That's it. Yeah. Mais c'est vous qui construisez tout seul, tous les deux, votre bateau là? Vous avez commencé il y a 50 ans, non? Oui, peut-être. En février, je pense que c'est 50 ans. Je ne sais pas. Seriously? Yes, yes, seriously. I don't How long have you been building it? Probably about 5 years, yes. Et ça, le safran qui l'a fait? Safran, yeah, yeah. Qui? Yeah. Who did it? Michael. Who built it? Yeah, Michael. And Paul. Bah, il a fait un safran, il a perdu un bras. Yes. Fair enough. Yes, yes. Good job. Yes. Les adhérents qui ont leur bateau ici s'engagent à faire naviguer des adhérents qui n'auraient pas de bateau. C'est un partage, on accueille un projet et on permet la rencontre et je crois que tout le monde est à peu près content. 180 adhérents. Il y a, on va dire, à peu près un peu plus du tiers des adhérents qui sont des adhérentes. Et nous avons même créé une cotisation spéciale pour les familles monoparentales. C'est-à-dire que de fait, comme l'association, c'est la rencontre et le partage, on s'est aperçu que pas mal de copines avec leurs enfants appréciaient beaucoup venir prendre des vacances ou sortir avec le centre nautique, puisqu'il y avait une prise en charge collective des enfants et qu'enfin, elles allaient pouvoir, aller voir les copains et les copines d'un côté pendant que leurs enfants faisaient autre chose ailleurs. Il y a quelqu'un? Oui, bonjour. Comment ça va? Très bien. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Eh bien là-haut, je suis dans les phases de finition, une des phases de finition, c'est-à-dire ébavurer les surplus de tissu de verre imprégné de résine. C'est votre bateau? Oui. Vous aviez imaginé un jour construire vous-même votre bateau? Non, c'était pas... Quand j'ai adhéré à l'association, bon, c'était pas le but, c'était d'apprendre à naviguer et puis aller en mer. Sur la Loire? Partager des bons moments sur la Loire, bien sûr. Ouais. Partager des bons moments. Qu'est-ce que vous retrouvez ici au sein du centre, dans l'association? Qu'est-ce que vous venez y chercher? À part des outils, hein? Oui, beaucoup de convivialité et puis un partage de savoir-faire. Parce que quand j'ai adhéré, je vous avoue qu'à la voile, je n'y connaissais absolument rien du tout. Depuis, j'ai appris grâce aux autres. Et maintenant, je suis capable de piloter un bateau, un voilier. C'est quoi celui-ci? Ce bateau, ce sera quoi? Alors, le type de bateau s'appelle un clin d'œil. Un clin d'œil, hein? Ouais. Un clin d'œil à quoi, alors? Oh, clin d'œil à la mer, clin d'œil à la Loire, clin d'œil à la vie. Enfin, c'est le type du bateau, c'est pas son nom. Ouais. Et combien de temps il faut encore? Ah oui, oui, ça prend forme dessous, mais... Oui, j'ai au moins pour 1 an et demi. Au moins 1 an et demi de travaux encore avant qu'il soit terminé. Je vous propose pas un petit coup de main parce que j'ai des choses à faire, hein? Mais le cœur y est. Ah je vous remercie. Oui, parce qu'on vous a pas encore parlé du bébé d'Émile. Il y a quelques années, il a donné un nouvel élan aux régates de Trente-Mous. C'est le temps fort de l'association. Alors le principe, c'est la rencontre de la voile moderne et de la voile traditionnelle. C'est-à-dire qu'on crée sur le bassin d'évitage, donc qui est l'endroit le plus large de la Loire, là où les cargos font demi-tour quand ils reviennent de Saint-Nazaire, et qu'ils y repartent. Donc il y a un endroit qui s'appelle le bassin d'évitage, c'est un vrai stade nautique. On a l'espace et on a les tribunes, le quai de Trente-Mous. Il ne nous restait plus qu'à mettre un passage entre les tribunes et le stade, donc cale, ponton, et ça permet aux navigateurs de se retrouver. 3 séries, dériveurs, deuxième série quillard et habitable, voilier habitable, et 3e série, bien sûr, voile aviron. Et on envoie 3 courses à la queue leu sur 3 manches pendant toute la journée. Et ça, le spectacle est assez unique, quoi. Et là, moi je suis au micro et j'explique. J'explique ce qui se passe sur l'eau et je l'explique toute la journée. Et quand, à un moment où j'essaye de faire la pause, il y a des spectateurs qui me disent « Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et ils veulent savoir, ils veulent comprendre. 20 ans plus tard, mission accomplie. Le navibus, ça y est, traverse la Loire assez régulièrement maintenant. On a eu droit à quelques initiatives du Conseil général sur des fêtes nautiques. Et enfin, je dirais, la démarche culturelle et industrielle fait qu'on re-regarde la Loire différemment. Parce que les régates de Trente-Mous, qui sont plus que centenaires, avaient été abandonnées. Nous avons remis en route. Et le résultat de ces régates ont fait que
tous les ans, il y a 40, 50, 60 bateaux, des petits bateaux de rien du tout, qui viennent sur la Loire et qui sont en régate. Hein, veut dire qu'ils lâchent rien, ils ont tous le couteau entre les dents. C'est une très très belle manifestation. Et surtout, c'est la preuve que la Loire est navigable, d'une façon populaire. Et là, après 24 ans d'existence, le bilan, c'est une réussite. Ah c'est sûr, ça en fait du monde sur l'eau. C'est pas tous les week-ends comme ça non plus. Le prochain rendez-vous pour ces régates de Trente-Mous, ce sera l'année prochaine, en septembre 2015. Nous, on se retrouve dès le week-end prochain. Passez une très belle semaine. Merci pour votre fidélité. À bientôt.